Alors, peut-être quelques mots sur... c'est pas de notre fait s'il n'y a pas de table ronde, hein. Moi, je pense que si vous allez voir sur YouTube, parce que je trouve que j'ai été invitée au jeudi de l'IHU dans un séminaire qui s'appelait Contre la méthode, d'ailleurs, le 13 février dernier, vous verrez que j'étais tout à fait capable de débattre de façon civilisée, mais c'est pas moi qui ai pensé que ce serait pas possible d'ici aujourd'hui. Sur l'hydroxychloroquine, en fait, entre-temps, il y a eu cette interruption au moment où il y avait eu la publication de l'étude MERA, mais ce n'était pas la seule étude qui avait été publiée qui a amené à la suspension. Il y avait aussi des signalements de pharmacovigilance qui ne sont pas à négliger, bien entendu. Et à ce moment-là, on a fait une analyse intérimaire dans Solidarity qui a clairement montré que ça ne marchait pas et qu'il serait futile de continuer. Alors, en termes de dosage, le dosage qui a été proposé par l'équipe de l'IHU ne faisait pas sens pharmacologiquement, puisqu'il y a eu un papier notamment qui a été publié avec l'équipe de Discovery et le pharmacologue qui a regardé ça dans le cadre de Discovery pour voir quel type de dose on pouvait utiliser. Et vous savez que dans Recovery, ils ont utilisé des doses encore plus élevées, vraiment très proches de la dose maximale que l'on peut administrer, tout en restant en dessous de ce qui est possible. Finalement, quel que soit le schéma, l'ensemble des études à notre disposition à l'heure actuelle, pas seulement celle-là, mais dans Recovery, dans Discovery et dans beaucoup d'autres études, finalement, on ne trouve pas d'efficacité. Ceci qu'on soit en ville ou à l'hôpital et en prévention. Et quand on regarde les méta-analyses qui peuvent être faites avec une méthodologie rigoureuse, ce qui n'est pas le cas de la méta-analyse non publiée de l'IHU, eh bien, on voit que dans les études, qu'elles soient d'ailleurs des essais randomisés ou des études observationnelles, à condition qu'elles n'aient pas un risque de biais extrême, les résultats sont assez cohérents. Il y a peu d'hétérogénéité dans la taille de l'effet que l'on mesure, et on voit que ça ne marche pas. En revanche, quand on prend les études à risque de biais extrême, qui sont plutôt des études observationnelles, dont font partie les études qui ont été conduites à l'IHU, là, on trouve des effets positifs, mais par ailleurs, on a des problèmes majeurs puisque c'est des études observationnelles. Je vous ai dit, la question importante, c'est est-ce que je peux interpréter la différence comme étant attribuable au traitement? Et c'est ça qui fait la différence entre un essai et une étude observationnelle. Dans un essai, vous minimisez les biais, vous minimisez les différences entre vos deux groupes au départ, et donc vous avez une probabilité beaucoup plus grande que la différence puisse s'expliquer par le traitement. Dans une étude observationnelle, il faut prendre en compte, est-ce qu'il y a des différences dans les groupes? Est-ce qu'il y a des biais de ci, de là? Et du coup, quand il y en a beaucoup, c'est des études auxquelles qu'on ne regarde pas parce qu'elles n'apportent pas d'éléments de réponse. Donc la réponse, je dirais, on la connaît. L'hydroxychloroquine dans la Covid, ça ne marche pas. Et on a mieux compris pourquoi, parce qu'initialement, il y avait eu des études in vitro dans des cellules, mais les cellules qui avaient été utilisées, c'est des cellules dans lesquelles le mécanisme d'entrée du virus dans la cellule n'est pas le même que celui de l'entrée du virus dans les cellules du poumon. Quand on a regardé si l'hydroxychloroquine marchait en utilisant des cellules pulmonaires, de l'épithélium pulmonaire, dans des papiers publiés dans Nature, par une équipe allemande et par une équipe française, on a vu que ça ne marchait pas du tout. On a vu aussi que dans le modèle animal, que ce soit en prévention, au début, à faible dose, à forte dose, avec de l'azithromycine, sans azithromycine, ça ne marchait pas. Il n'y a pas lieu, de mon point de vue, de continuer à faire des études avec l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, dans la Covid. Ce serait de l'argent perdu, et ça ne serait pas fair pour les personnes à qui on propose de participer à un essai, puisque, bien sûr, il faut qu'on ait une clause d'ambivalence. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si le bénéfice va dépasser le risque. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut proposer un essai de façon éthique à une personne. L'autre raison pour laquelle il faut faire des essais cliniques, c'est qu'à ce moment-là, on a un cadre et des gens vont regarder si votre étude tient la route du point de vue du rationnel, du point de vue éthique et du point de vue de la réglementation. Quand vous faites une étude ça peut arriver de faire un essai qui n'est pas randomisé, un essai qui est ouvert avec un seul bras. Mais si vous avez déposé un protocole d'essai, vous avez une note d'information, un consentement éclairé, vous avez des règles à respecter, un cadre clair, et c'est la seule façon
d'évaluer les traitements de façon éthique quand on ne sait absolument pas si un traitement va marcher ou pas. Ça peut arriver d'utiliser des données observationnelles quand vous regardez l'effet d'un traitement donc pour autre chose que ce pourquoi il a été prescrit, et vous voulez voir dans une base de données si jamais il n'aurait pas un intérêt ailleurs. Là, c'est pas, ça donnera du rationnel éventuellement pour faire un essai. Mais de premier abord, commencer par dire « je vais faire des études observationnelles », cela n'a pas de sens. Un point sur herd immunity, l'immunité grégaire. D'abord, je veux rappeler que c'est un concept qui n'a pas du tout été développé dans le contexte on va laisser l'épidémie se répandre jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau, puis après il n'y en aura plus, ce sera formidable. C'est un concept qui a été développé dans le cadre des modèles, des modélisations de maladies infectieuses, et qui était plutôt quel pourcentage de patients il faut que j'ai vaccinés pour arriver à contrôler une épidémie. Et ça, c'est une stratégie. Je vais vacciner, quand j'aurai vacciné suffisamment de gens, ça ira beaucoup mieux. Par exemple, les modèles montrent que pour la variole, il fallait vacciner 60% des gens sur plusieurs années. Mais 60%, au niveau mondial, c'était faisable. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à éradiquer la variole. La rougeole, il faudrait vacciner 98% des gens, plusieurs années, et c'est particulièrement difficile. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Le concept de dire on va laisser les gens s'infecter, puis ils vont avoir de l'immunité naturelle, puis comme ça va s'arrêter de circuler, c'est la première fois finalement qu'on le mobilise dans le cadre d'une crise épidémique. Il n'est pas du tout sûr que ça marche dans ce contexte-là. Et je dirais que là, c'est plutôt vouloir la catastrophe que d'avoir une stratégie. Parce que, imaginez que les jeunes, c'est totalement indépendant. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de gens à risque, ils n'ont pas de grands-parents. Ça n'a pas de sens. Ce que l'on a vu, en fait, c'est que le taux de positifs, il commence à augmenter depuis la semaine 29, c'est mi-juillet. Et bien sûr, au début, c'est que chez les gens de moins de 40 ans. On n'est pas très inquiet. Mais à partir de mi-août, on commence à voir augmenter le taux de positif chez les gens de plus de 40 ans. Maintenant, ça a augmenté dans toutes les tranches d'âge, y compris les gens de plus de 70 ans. Et donc, c'est maintenant qu'on va avoir les cas, c'est maintenant qu'on va avoir les hospitalisations. On aura moins de morts et sans doute moins d'engorgements en réanimation pour les raisons que Yazdan a citées tout à l'heure, qu'on sait beaucoup mieux prendre en charge les personnes qui doivent aller à l'hôpital. Et un des points qu'il n'a pas cité, qui est très important, c'est aussi qu'on a mieux appris à gérer la façon dont on fait l'oxygénation, donc l'oxygénothérapie, on la gère de façon beaucoup plus efficace et ça contribue aussi à cette réduction dont il a parlé. Et un point, du coup, on n'a absolument pas besoin, pour expliquer la situation actuelle et le fait qu'on ne voit pas encore... Mais vous voyez, le problème, c'est que les cas à l'hôpital, au début du mois d'août, ils doublaient tous les 26 jours, puis ensuite tous les 14 jours, et dans les régions en tension à l'heure actuelle, c'est tous les 7 jours. On voit qu'on est parti. Si on attend d'être submergé à l'hôpital pour agir, on a facilement 4 semaines de retard sur le virus. On n'a plus aucune chance d'être efficace dans des mesures de distanciation, de restriction des réunions et des choses comme ça. Et il n'y a absolument pas besoin d'expliquer que le virus a muté pour expliquer la situation. Donc, par parcimonie, ça ne marche pas. Ce n'est pas une explication de la situation actuelle. Les virus, et en particulier les virus à ARN, ça mute très régulièrement. Le problème, c'est est-ce que ces mutations changent la virulence ou pas? On n'a aucune donnée qui montre une modification de la virulence. Des mutations, il y en a. Et en plus, il faut rajouter que les coronavirus, c'est des virus à ARN, mais qu'ils ont une enzyme spéciale qui répare. Donc, quand il se réplique, il fait des erreurs, mais il y a une enzyme qui vient réparer les erreurs. Ce qui fait que ce n'est pas du tout comme la grippe ou pas du tout comme le VIH de ce point de vue-là. À la vue de tous les éléments apportés ici, il est vraiment dommage que Didier Raoult ait esquivé le débat. En tous les cas, on félicite le docteur Costagliola pour cette...